Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du Coin. Dans cette deuxième semaine de février, nous sommes de nouveau au-dessus des 40 000 $, la douleur de la précédente chute commence à s'estomper et nous avons passé une semaine globalement positive. Chez The Sandbox, que j'avais mentionné à la fin du dernier JT puisque Carrefour avait acheté une parcelle chez eux, il y a récemment eu un autre arrivant de taille, la société Warner Music Group, qui a confirmé avoir acheté une parcelle sur le métavers The Sandbox. Et contrairement à Carrefour, leur projet est clair puisqu'ils ont indiqué vouloir mettre en place un parc d'attractions musicales virtuelles avec des jeux, des concerts, des cérémonies, etc. C'est une bonne nouvelle à la fois pour The Sandbox et pour le développement du métavers, mais il reste encore difficile de dire si ce genre d'expérience pourra vraiment convaincre les amateurs de concerts normaux. Si on n'a pas de casque VR et de bons haut-parleurs, les concerts virtuels risquent d'être un peu moins excitants que les concerts du monde réel. Cependant, il faut aussi que je vous informe d'un petit souci avec The Sandbox. En décembre 2021, un chercheur a découvert une faille de sécurité dans le contrat des Parcelles Land. Heureusement, ce n'était pas une vulnérabilité qui a permis à des pirates de tout voler, comme c'est parfois le cas, mais la société a quand même dû corriger ce problème et déployer un nouveau contrat intelligent contenant la version corrigée du code. Et malheureusement, la migration de l'un à l'autre n'est pas automatique, donc si vous détenez des jetons Land, vous devrez faire usage de l'interface de migration dédiée pour recevoir la version corrigée de vos jetons, et bien évidemment, plus vous le faites vite, mieux c'est. Parce que quand les erreurs ne sont pas corrigées de suite, ça peut amener à des conséquences désastreuses et on en a la preuve plus ou moins chaque semaine avec des piratages divers et variés. Cette semaine, il n'y en a eu qu'un seul de remarquable, mais il a déjà battu un certain nombre de records. Mercredi dernier, le pont Wormhole, qui permet de transférer des actifs entre Ethereum et Solana, avait été piraté et entièrement vidé de ses Ethers verrouillés sur la chaîne Ethereum et sur la chaîne Solana. Ce sont 326 millions de $ qui ont été volés en un seul coup grâce à une faille dans le contrat intelligent. L'équipe de Wormhole a essayé de proposer aux hackers de lui offrir 10 millions de $ s'ils pouvaient renvoyer le reste, mais leurs demandes sont restées sans réponse. Jump Crypto, le fonds de capital risque qui est propriétaire du pont Wormhole, a donc été obligé de remettre dans les contrats l'intégralité de l'argent qui a été volé pour que les utilisateurs ne subissent aucune perte. Pour une fois, ce piratage n'a donc fait aucune victime parmi les utilisateurs. Au niveau des actualités politiques et légales maintenant, deux évolutions notables cette semaine en commençant par la Russie. Alors qu'il y a quelque temps nous avions appris qu'un débat faisait rage et que la position des hommes politiques moscovites sur la crypto était plutôt acrobatique, il s'est avéré la semaine dernière que le ministre russe des Finances a encouragé le Premier ministre à réguler la crypto-monnaie et lui donner le statut d'investissement plutôt que de l'interdire totalement comme certains l'avaient demandé. Il a même proposé de permettre à certaines banques russes de devenir des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et il y a quelques heures, le gouvernement russe a déclaré être parvenu à un accord avec la banque centrale d'après le journal russe Commerçant. D'après leur article, dans quelques jours, nous verrons bientôt arriver un projet de loi russe permettant le trading de crypto-monnaies, mais seulement auprès des banques traditionnelles russes ou de quelques intermédiaires agréés. Quant à la crypto-monnaie elle-même, elle aurait apparemment un statut différent des actifs financiers classiques et serait plutôt similaire à une monnaie étrangère, sans pour autant avoir le même statut que la monnaie de banque centrale. Bien sûr, nous ne pourrons en être sûrs que lorsque ce projet de loi verra le jour, mais au moins c'est un peu plus positif pour les citoyens russes qu'une interdiction totale. Chez les Indiens, par contre, la deuxième évolution est un peu plus embêtante. Leur ministre des Finances a proposé le 1er février une taxation de 30% de tous les revenus provenant du transfert d'actifs numériques, et une déduction des moins-values totalement impossible. Un régime que certains considèrent comme très dur, alors que c'est presque littéralement la même chose que ce qu'on a en France depuis longtemps. Mais les Indiens au moins n'ont pas eu de Bruno Le Maire qui disait qu'il ferait de l'Inde une crypto-nation. Cela étant dit, un détail reste un peu embêtant pour les Indiens, c'est que la taxation de la crypto ne rend pas légal pour autant les activités qui y sont liées, ce qui a été souligné par le responsable indien de l'administration centrale des impôts directs. Ça peut paraître un peu absurde, mais n'oubliez pas que cette situation n'est pas totalement inédite puisque par exemple en France, la prostitution est exactement dans la même situation. C'est une activité taxée au titre des bénéfices non commerciaux, même si les clients sont punis d'une amende de 1 500 € lorsqu'ils se font attraper par les forces de l'ordre. Passons maintenant à des actualités plus réjouissantes puisque cette semaine il y a eu beaucoup de grosses sociétés qui se sont lancées dans la crypto, plus ou moins. La première d'entre elles, c'est GameStop qui a annoncé le 3 février avoir conclu un partenariat avec ImmutableX pour lancer sa place de marché NFT. Ils ont avancé l'argument de la neutralité en carbone, mais la décision a certainement surtout été prise parce qu'un fonds de 100 millions de $ en jetons IMX leur a été attribué afin de subventionner les créateurs de contenu. Et malheureusement pour eux, la blockchain étant scalée, le public a pu assister à un spectacle assez comique puisqu'un utilisateur Twitter a remarqué au bout de quelques heures que GameStop a immédiatement vendu 30 millions de $ en jetons IMX juste après avoir fait monter le prix en publiant leur arrivée sur le marché. Pour ce qui est de la discrétion, on repassera, mais au moins c'est une bonne occasion de rappeler qu'il ne faut pas se contenter de lire ce que les gens écrivent, et il faut aussi deviner ce qu'ils veulent vraiment.
Quand une grosse société, un influenceur ou qui que ce soit d'autre vous dit qu'ils ont acheté telle ou telle somme ou qu'ils ont signé un partenariat, ça veut juste dire dans la majorité des cas qu'ils aimeraient bien vendre leurs actifs nouvellement acquis juste au-dessus du prix actuel à tous ceux qui lisent leurs messages. Du côté de Google et Alphabet, pas d'investissement réalisé ou annoncé, mais Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet, a dit dans un entretien que la multinationale s'intéresse de près au blockchain et au Web3. Bonne ou mauvaise chose, à vous de juger, mais en ce qui me concerne, je n'aurais pas choisi Alphabet et Google comme défenseurs de la liberté individuelle, de la vie privée et de la décentralisation. Toujours en Amérique, c'est ensuite Disney qui semble continuer d'avancer dans l'univers crypto puisqu'ils ont commencé à afficher depuis fin 2021 de nouvelles offres d'emploi relatives aux NFT. En 2021, Disney s'était déjà associé à une plateforme de vente de NFT pour créer quelques jetons artistiques représentant leurs personnages, mais c'était seulement un partenariat avec une société tierce. Si Disney commence à embaucher des gens pour travailler sur les NFT en interne, nous pourrions voir des choses beaucoup plus intéressantes que de simples images ou modèles 3D représentant Mickey et Donald. Et dans la catégorie grosses sociétés qui sont très tatillons sur la propriété intellectuelle, il n'y a pas que Disney cette semaine puisque Nintendo a également parlé du métavers. Mais attention, chacun y va à son rythme et celui de Nintendo n'est clairement pas le même que celui de Disney. Face aux réactions des gamers suite aux NFT annoncés pour Stalker 2 ou Castlevania, alors même que ces NFT n'étaient pas du tout intégrés aux jeux vidéo, Nintendo a bien compris que le grand public est encore très mal informé au sujet des NFT et qu'il est inutile d'aller de l'avant parce que ce genre de haine viscérale ne peut pas être exorcisé par la raison. Il n'y a que le temps qui puisse corriger ça. Le temps et les efforts d'un certain nombre d'autres sociétés qui risqueront de salir leur nom pendant que Nintendo attend que la situation se tasse. Mais passons. Pour résumer, un investisseur avait demandé à Nintendo il y a quelque temps ce que la société pensait du métavers et la réponse a été plus ou moins « peut-être un jour, mais pas maintenant ». Enfin, la dernière grosse société qui se lance dans les NFT, et cette fois-ci avec entrain, c'est la société Golden Voice qui organise le festival Coachella, très connu aux États-Unis notamment, qui a été créé en 1999 et qui a par exemple vu passer plus de 250 000 spectateurs en 2017. Ce festival a récemment annoncé le lancement d'une série de NFT conférant des avantages exclusifs, des cadeaux VIP comme un dîner avec un chef célèbre, l'accès au festival et plein d'autres choses. Ces NFT sont en vente sur le site de Coachella depuis le 4 février et c'est peut-être là le premier pas vers un futur dans lequel tous ces festivals utilisent un système de tickets NFT. Actuellement, beaucoup de gens aux États-Unis se plaignent de sociétés comme Ticketmaster qui facturent des choses complètement débiles et qui prélèvent des marges énormes, et un système de tickets NFT pourrait permettre de régler ce problème, à condition bien sûr d'utiliser une chaîne qui n'a pas des frais de transaction moyens de 50 $. La dernière actu de la semaine dont je vais vous parler maintenant, c'est l'arrivée des résultats d'un sondage publié par eToro, une plateforme d'échange crypto, qui indique qu'un tiers des Américains ayant répondu seraient plus favorables à un rendez-vous amoureux si leur partenaire avait mentionné la crypto dans leur profil. Et 3/4 des répondants seraient favorables à un deuxième rendez-vous si leur partenaire paie le restaurant avec de la crypto. C'est là une information amusante mais qu'il ne faut quand même pas oublier de prendre au second degré. D'une part parce qu'eToro n'a pas donné d'indice sur la quantité des personnes sondées ou sur la méthodologie et les questions posées qui peuvent grandement influencer les réponses, mais aussi et surtout parce que si on y réfléchit bien, les gens qui répondent positivement parce que vous montrez un signe de richesse ne sont probablement pas le genre de personnes qui sont vraiment capables de vous aimer. Les couples formés sur la base de l'argent, ça peut marcher pour certains, mais si vous croyez trouver l'amour alors que votre compagnon n'aime que votre argent, ça peut faire mal car vous vous en rendez compte. Et puis, il faut aussi que je vous rappelle que si vous mentionnez la crypto dans votre profil Tinder, certes, vous aurez peut-être 33% de chances supplémentaires de décrocher un rendez-vous, mais le problème c'est que vous aurez aussi 20 fois plus de chances de battre le record du monde d'apnée après avoir brièvement visité les locaux de la mafia locale. Donc à mon avis, il vaut mieux rester discret, même si ça n'est pas non plus nécessaire de vous raser le crâne et de tatouer un code barre dessus. Voilà, c'est la dernière info dont je parlerai ce soir. J'aurais aimé pouvoir finir avec ces arrestations récentes en lien avec le piratage de Bitfinex, mais ça demandera beaucoup de temps donc je traiterai ce sujet dans le JT suivant. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine.